Bienvenue dans cette exploration approfondie de la notion de démonstration en philosophie. Ce concept fondamental traverse toute l'histoire de la pensée humaine et constitue un pilier de notre compréhension du monde. Dans cette série, nous examinerons 4 dimensions essentielles. Premièrement, nous définirons ce que signifie véritablement démontrer dans le contexte philosophique. Deuxièmement, nous analyserons les différentes méthodes utilisées pour démontrer des mathématiques aux sciences expérimentales. Troisièmement, nous aborderons les enjeux épistémologiques profonds que soulève la démonstration dans notre quête de connaissance. Enfin, nous explorerons les limites de la démonstration et les défis que pose notre époque contemporaine à cette notion traditionnelle. La démonstration n'est pas seulement une technique logique, c'est une question philosophique fondamentale qui interroge la nature même de la vérité et de la connaissance. Elle nous amène à questionner ce que nous considérons comme vrai, comment nous établissons nos connaissances et quelles sont les règles qui gouvernent notre raisonnement. Plus profondément encore, elle nous confronte aux limites inhérentes de la raison humaine elle-même. Ce parcours intellectuel nous mènera à travers les fondements de la pensée rationnelle. Nous commencerons par définir précisément ce qu'est une démonstration. Puis, nous explorerons les différentes méthodes démonstratives, des mathématiques aux sciences expérimentales. Nous analyserons ensuite les enjeux épistémologiques profonds que soulève cette notion. Enfin, nous examinerons les limites de la démonstration et les défis contemporains qu'elle rencontre. L'objectif de cette exploration est de vous fournir une compréhension complète et structurée de ce concept fondamental de la philosophie, en vous donnant les outils intellectuels nécessaires pour appréhender les questions les plus profondes de la connaissance humaine. Qu'est-ce que démontrer? Cette question fondamentale nous amène au cœur de la pensée rationnelle et de la méthode scientifique. Démontrer, c'est établir la vérité d'une proposition par un raisonnement rigoureux fondé sur des principes et des règles logiques. Le processus de démonstration suit un cheminement logique précis. Il part de principes et de règles logiques établies. Ces principes sont ensuite développés à travers un raisonnement rigoureux suivant des étapes logiques strictes et vérifiables. Ce processus aboutit à l'établissement d'une vérité, une conclusion qui découle nécessairement des prémices de départ. La démonstration se caractérise par 4 éléments fondamentaux qui garantissent sa validité et sa force probante. Premièrement, la rigueur absolue. Chaque étape du raisonnement doit être précise et justifiée, sans approximation ni raccourci. Deuxièmement, une logique implacable. Les règles de la logique formelle doivent être respectées sans exception. Troisièmement, des bases solides. Les principes de départ doivent être établis et acceptés comme vrais ou évidents. Enfin, le caractère irréfutable. Une démonstration correcte ne peut être contestée, car elle découle nécessairement de ses prémices. En synthèse, la démonstration est un processus qui vise à prouver de manière irréfutable une affirmation en s'appuyant sur des bases solides et une logique implacable. C'est l'outil fondamental de la pensée rationnelle. Il est essentiel de comprendre la distinction fondamentale entre démonstration et preuve. Ces deux concepts, bien que liés, possèdent des caractéristiques distinctes qui méritent une analyse approfondie. D'un côté, nous avons la preuve, concept général et universel. De l'autre, la démonstration, notion plus spécifique et rigoureuse. La preuve constitue toute justification permettant d'établir la vérité d'une affirmation. C'est un concept large qui englobe diverses formes de validation. Les preuves peuvent être empiriques, basées sur l'observation et l'expérience. Elles peuvent être judiciaires, établies selon des procédures légales, ou encore morales, fondées sur des principes éthiques. La démonstration, en revanche, constitue une preuve strictement rationnelle et logique. Elle se distingue par sa rigueur méthodologique et sa nature purement intellectuelle. La démonstration trouve principalement son application en mathématiques et en logique formelle, domaine où la rigueur déductive est primordiale. Qu'il s'agisse de preuve ou de démonstration, l'objectif demeure identique, établir la vérité. Cependant, les moyens diffèrent fondamentalement. Les preuves empiriques s'appuient sur la collecte de données factuelles, l'expérimentation et l'observation du monde réel.
Elle constitue une forme de validation ancrée dans l'expérience. La démonstration mathématique, elle, procède par déduction logique pure. Elle part de principes établis pour aboutir à des conclusions nécessaires, sans recours à l'expérience sensible. En synthèse, la preuve constitue un concept général englobant diverses formes de validation, tandis que la démonstration représente une forme spécifique de preuve, caractérisée par sa rigueur rationnelle et logique absolue. Cette distinction fondamentale nous permet de comprendre que toute démonstration est une preuve, mais que toute preuve n'est pas nécessairement une démonstration. Les mathématiques reposent sur un principe fondamental, le raisonnement déductif. Cette méthode consiste à partir de vérités admises pour en déduire logiquement de nouvelles vérités. Le processus déductif suit une hiérarchie logique précise. Tout commence par les définitions qui établissent le sens exact des termes utilisés. Ensuite viennent les axiomes et postulats, qui sont des vérités admises sans démonstration. Ces propositions fondamentales servent de point de départ à tout raisonnement mathématique. Enfin, par déduction logique rigoureuse, on établit les théorèmes. Ces propositions démontrées constituent les résultats mathématiques que nous connaissons. Euclide, le grand mathématicien de l'Antiquité, a parfaitement résumé cette approche. Selon lui, démontrer consiste à déduire nécessairement une proposition à partir d'autres propositions. Cette méthode déductive garantit la certitude mathématique. Chaque étape du raisonnement suit logiquement de la précédente, créant une chaîne ininterrompue de vérité. Cette rigueur déductive fait des mathématiques un modèle de certitude rationnelle. Contrairement à d'autres domaines, les vérités mathématiques sont nécessaires et universelles. L'axiomatique représente le fondement même des mathématiques. Mais deux approches radicalement différentes ont marqué son évolution historique. L'axiomatique est un système de principes premiers, appelés axiomes, qui sont admis sans démonstration et servent de base à toute construction mathématique. Euclide, dans sa géométrie classique, considérait les axiomes comme des vérités évidentes, immédiatement perceptibles par l'intuition humaine. Ces postulats, comme celui affirmant que deux points déterminent une droite, semblaient si naturels qu'ils ne nécessitaient aucune justification. Cette évidence constituait leur force et leur légitimité. Mais au XIXe siècle, une révolution conceptuelle bouleverse cette vision traditionnelle de l'axiomatique. David Hilbert révolutionne l'axiomatique en proposant une approche radicalement différente. Pour lui, les axiomes ne sont plus des vérités évidentes. Hilbert pose les axiomes comme de simples hypothèses de travail. L'important n'est plus leur évidence intuitive, mais leur cohérence logique interne, leur indépendance mutuelle et la complétude du système qu'ils forment. Cette opposition révèle deux conceptions fondamentalement différentes des mathématiques. Euclide cherche la vérité dans l'évidence, Hilbert dans la cohérence. Cette révolution hilbertienne ouvre la voie au formalisme mathématique moderne. Ce passage de l'évidence à la cohérence marque une rupture épistémologique majeure qui transforme à jamais la nature des mathématiques et de la démonstration. Le formalisme en mathématiques représente une révolution dans la conception des mathématiques, portée notamment par Bertrand Russell et David Hilbert. Pour Russell et Hilbert, les mathématiques ne sont plus seulement un ensemble de vérités intuitives, mais constituent un système formel rigoureux. Un système formel en mathématiques se compose de règles logiques précises, d'axiomes de base, de procédures de déduction rigoureuses et surtout d'une cohérence interne absolue. Cette approche axiomatique transforme les mathématiques en un langage formel où chaque énoncé peut être vérifié selon des règles strictes. La vérité mathématique repose désormais sur la cohérence logique interne du système. L'important n'est plus que les axiomes correspondent à notre intuition, mais qu'ils soient cohérents entre eux. Cette révolution formaliste marque le passage d'une mathématique basée sur l'intuition géométrique vers une mathématique purement logique, où la cohérence interne prime sur la signification intuitive. Ainsi, le formalisme mathématique établit que la vérité mathématique réside dans la cohérence logique du système, indépendamment de toute signification intuitive ou concrète.
En 1931, le mathématicien autrichien Kurt Gödel publie un théorème révolutionnaire qui va bouleverser les fondements des mathématiques pour toujours. Le théorème d'incomplétude de Gödel énonce qu'aucun système formel suffisamment puissant ne peut être à la fois complet et cohérent. Cette découverte remet en question l'idée que les mathématiques peuvent tout démontrer. Gödel démontre que le système doit choisir entre deux options mutuellement exclusives. Première option, le système est incomplet, ce qui signifie qu'il existe des vérités mathématiques qui ne peuvent pas être démontrées dans ce système. Deuxième option, le système est incohérent, ce qui signifie qu'il peut démontrer des contradictions, rendant le système mathématique inutilisable et non fiable. Pour illustrer cette limitation, observons un système axiomatique typique. Les axiomes servent de fondation et les théorèmes sont dérivés logiquement de ces axiomes. Mais Gödel révèle qu'il existe des énoncés vrais qui échappent à ce système. Ces vérités indémontrables créent des trous dans notre connaissance mathématique, représentés ici par les théorèmes en rouge qui restent inaccessibles. Cette découverte a profondément ébranlé les mathématiques. Le rêve de Hilbert d'un système mathématique complet et cohérent s'effondre. Gödel montre que les mathématiques contiennent nécessairement des limites internes insurmontables. Le théorème de Gödel révèle ainsi une vérité paradoxale. Les mathématiques, domaine de la certitude absolue, contiennent en leur cœur une incertitude fondamentale. Cette limitation n'est pas un défaut à corriger, mais une caractéristique intrinsèque de tout système formel suffisamment riche. Dans les sciences expérimentales, la démonstration suit une approche radicalement différente des mathématiques. Elle repose sur la méthode expérimentale, une démarche empirique qui combine observation, hypothèse et expérimentation contrôlée. La démonstration expérimentale se caractérise par 4 éléments essentiels. D'abord, elle formule des hypothèses testables qui peuvent être vérifiées par l'expérience. Ensuite, elle réalise des expériences contrôlées où les variables sont maîtrisées. Elle cherche à obtenir des résultats reproductibles par d'autres chercheurs. Enfin, elle permet de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse initiale. La méthode scientifique suit un processus structuré et cyclique. Ce diagramme illustre les étapes fondamentales. Partir d'une question, établir le contexte, formuler une hypothèse, concevoir et réaliser une expérience, analyser les résultats et tirer des conclusions. Examinons chaque étape en détail. L'observation permet d'identifier un phénomène intrigant et de formuler une question précise. L'hypothèse propose une explication testable et falsifiable, c'est-à-dire qu'elle peut être réfutée par l'expérience. L'expérimentation met en place un protocole contrôlé et reproductible pour tester l'hypothèse. La reproductibilité est cruciale en sciences expérimentales. Les résultats doivent pouvoir être obtenus de manière indépendante par d'autres chercheurs. Ce graphique illustre un problème majeur, le biais de publication. Quand seuls les résultats statistiquement significatifs sont publiés, cela déforme notre compréhension de la réalité scientifique. L'approche expérimentale présente 3 caractéristiques fondamentales. Elle est empirique, c'est-à-dire basée sur l'observation directe et l'expérience plutôt que sur la pure logique. Elle est inductive, partant d'observations particulières pour établir des lois générales. Enfin, ces résultats sont toujours révisables. Les théories scientifiques peuvent être modifiées ou abandonnées face à de nouvelles preuves expérimentales. Ainsi, la démonstration expérimentale se distingue par sa nature empirique et inductive, offrant une approche complémentaire à la démonstration mathématique pour comprendre le monde naturel. Nous devons maintenant comprendre la différence fondamentale entre la démonstration mathématique et la démonstration dans les sciences expérimentales. D'un côté, les mathématiques procèdent par démonstration purement logique et nécessaire. Leurs vérités sont absolues et définitives. De l'autre côté, les sciences expérimentales établissent leurs lois de façon inductive et hypothétique. Ces lois restent toujours provisoires et révisables. Cette image illustre parfaitement la différence. Le raisonnement déductif part d'une théorie existante pour formuler des hypothèses, tandis que le raisonnement inductif part d'observations spécifiques pour arriver à des conclusions générales.
Prenons un exemple mathématique. L'identité remarquable a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré est vraie pour tous les nombres réels de manière absolue et définitive. Prenons maintenant un exemple scientifique. La loi de la gravitation universelle de Newton était considérée comme absolue, mais elle a été révisée par Einstein. Elle reste valide dans certaines conditions, mais n'est plus considérée comme universelle. Cette image montre les méthodes de preuve mathématique: la déduction, le contre-exemple et l'exhaustion. Ces méthodes garantissent la certitude absolue des résultats mathématiques. En synthèse, les mathématiques offrent une certitude logique absolue, tandis que les sciences expérimentales proposent une probabilité empirique toujours révisable. Cette différence fondamentale détermine la nature même de la connaissance dans chaque domaine. La révisabilité constitue donc la clé de cette différence fondamentale entre démonstration mathématique et scientifique. Prenons un exemple concret de démonstration expérimentale: la loi de la gravitation universelle de Newton. Cette loi illustre parfaitement comment les sciences expérimentales établissent leur vérité. Newton a formulé sa loi sous forme mathématique précise. La force gravitationnelle entre deux corps est proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Cette loi fut considérée comme démontrée parce qu'elle permettait de calculer avec une précision remarquable les mouvements des planètes, des comètes, et même de prédire l'existence de nouvelles planètes comme Neptune. Cependant, cette démonstration expérimentale révèle sa nature provisoire. Au début du XXe siècle, Einstein a montré que la théorie de Newton était incomplète avec sa théorie de la relativité générale. Einstein a proposé une vision radicalement différente. La gravité n'est pas une force, mais une courbure de l'espace-temps. Cette nouvelle théorie explique des phénomènes que Newton ne pouvait pas prédire. Cet exemple illustre parfaitement la nature provisoire des vérités scientifiques. Une théorie peut être considérée comme démontrée pendant des siècles, puis être remplacée par une théorie plus complète et plus précise. Ainsi, la démonstration expérimentale diffère fondamentalement de la démonstration mathématique. Elle établit des vérités hypothétiques et révisables, toujours ouvertes à la réfutation par de nouvelles observations ou théories plus puissantes. Nous abordons maintenant une distinction cruciale en philosophie: la différence entre démontrer et convaincre. Ces deux concepts, bien que parfois confondus, relèvent de logiques fondamentalement différentes. D'un côté, démontrer consiste à établir une vérité objective par la raison. Cette démarche repose sur une logique rigoureuse, vise une vérité universelle et procède par nécessité rationnelle. De l'autre côté, convaincre vise à obtenir l'adhésion subjective d'autrui. Cette approche utilise des arguments variés, fait appel aux émotions et cherche une adhésion personnelle plutôt qu'une vérité absolue. Prenons des exemples concrets pour illustrer cette distinction fondamentale. En mathématiques, une démonstration établit une vérité nécessaire. Par exemple, si A égale B et B égale C, alors nécessairement A égale C. Cette conclusion s'impose à tout esprit rationnel. À l'inverse, convaincre mobilise différents moyens de persuasion. Le triangle rhétorique d'Aristote distingue trois types d'arguments: l'éthos, qui fait appel à la crédibilité, le pathos, qui touche les émotions, et le logos, qui utilise la logique. En synthèse, la démonstration relève de l'objectivité et de la nécessité logique, établissant des vérités universelles comme en mathématiques. La persuasion, elle, s'appuie sur la subjectivité et vise l'adhésion volontaire, créant des convictions personnelles comme en rhétorique ou en politique. Cette distinction fondamentale nous permet de mieux comprendre les différents modes de raisonnement et d'argumentation qui coexistent dans notre rapport à la connaissance et à la vérité. Pour illustrer concrètement la différence entre démontrer et convaincre, examinons deux situations distinctes: un avocat qui plaide devant un jury et un mathématicien qui démontre un théorème géométrique. D'un côté, nous avons un tribunal où un avocat présente ses arguments devant un jury. De l'autre, nous avons une démonstration mathématique rigoureuse d'un théorème géométrique. Dans un tribunal,
L'avocat ne se contente pas de présenter des faits bruts. Il fait appel aux émotions du jury, utilise des techniques rhétoriques, adapte son discours à son audience et cherche à obtenir une adhésion subjective à sa thèse. À l'inverse, la démonstration géométrique suit une logique rigoureuse, s'appuie sur des axiomes et des règles établies, reste indépendante de celui qui la lit et établit une vérité objective qui produit une certitude rationnelle. Cette différence fondamentale peut être symbolisée par cette balance. D'un côté, le cœur représente l'appel aux émotions et à la persuasion du plaidoyer juridique. De l'autre, le cerveau symbolise la raison et la logique pure de la démonstration mathématique. En synthèse, convaincre un jury vise l'adhésion par la rhétorique et l'appel aux émotions, produisant un résultat subjectif. Démontrer un théorème vise la vérité par la logique et l'appel à la raison, produisant un résultat objectif. Ces deux approches révèlent la distinction fondamentale entre persuasion et démonstration. Cette distinction illustre parfaitement la différence entre convaincre et démontrer, deux modes de raisonnement aux objectifs et méthodes radicalement différents. Blaise Pascal, mathématicien et philosophe français du XVIIe siècle, a apporté une contribution fondamentale à notre compréhension des modes de persuasion humaine. Pascal formula cette distinction célèbre. La géométrie convainc l'esprit, la rhétorique persuade le cœur. Cette phrase résume une dualité fondamentale dans les modes de persuasion humaine. Pascal distingue ainsi deux ordres distincts de la connaissance et de la persuasion. D'un côté, l'ordre de l'esprit, gouverné par la raison et la logique. De l'autre, l'ordre du cœur, influencé par l'émotion et le sentiment. La géométrie représente ici le domaine de la démonstration rationnelle. Elle convainc l'esprit par la force de la logique, par des preuves rigoureuses et des raisonnements déductifs qui s'imposent à notre intelligence. La rhétorique, quant à elle, persuade le cœur. Elle fait appel aux émotions, aux sentiments, à l'intuition. Elle ne démontre pas, mais elle touche, elle émeut, elle séduit par la beauté du discours et la force de l'émotion. Cette distinction pascalienne révèle que l'être humain n'est pas seulement un être de raison, mais aussi un être de sentiment. La véritable persuasion doit souvent combiner ces deux dimensions, convaincre l'esprit par la logique et toucher le cœur par l'émotion. Pascal nous enseigne ainsi que la démonstration pure, bien qu'elle convainque l'esprit par sa rigueur logique, ne suffit pas toujours à emporter l'adhésion complète de l'être humain. Il faut aussi savoir parler au cœur, car nous sommes des êtres à la fois rationnels et sensibles. La démonstration ne se contente pas d'établir des vérités isolées. Elle possède une portée considérable qui transforme notre rapport au savoir et à la connaissance. La portée de la démonstration repose sur trois piliers fondamentaux qui soutiennent l'édifice de la connaissance rationnelle. Premier pilier, la démonstration assure la certitude rationnelle. Contrairement aux opinions ou aux croyances, elle établit des vérités nécessaires et universelles. Cette certitude naît d'un processus rigoureux. Des axiomes de départ, l'application de règles logiques, la déduction nécessaire et l'obtention d'un théorème certain. Deuxième pilier, la démonstration établit la cohérence d'un système de connaissances. Elle crée des liens logiques entre différentes vérités. Chaque théorème démontré s'intègre dans un réseau cohérent. Les vérités se renforcent mutuellement et forment un système unifié sans contradiction. Troisième pilier, la démonstration fonde la validité des théories scientifiques et mathématiques. Elle garantit leur fiabilité et leur universalité. Ces diagrammes géométriques illustrent parfaitement cette validité. Chaque théorème démontré s'applique universellement indépendamment du contexte particulier. Ainsi, la portée de la démonstration dépasse largement la simple établissement de vérités isolées. Elle construit l'architecture même de la connaissance rationnelle. Même dans le domaine des mathématiques, considéré comme le plus rigoureux et le plus certain, la démonstration rencontre des limites fondamentales qui remettent en question notre conception de la vérité mathématique. Contrairement à l'idée commune que les mathématiques peuvent tout démontrer par la logique pure, il existe des limites fondamentales à ce que nous pouvons prouver, même dans les systèmes les plus rigoureux. Tout système mathématique repose sur des axiomes de base et des règles de déduction logique.
À partir de ces fondements, nous dérivons des théorèmes par démonstration rigoureuse. En 1931, Kurt Gödel a révolutionné notre compréhension des mathématiques avec son théorème d'incomplétude. Il démontre que tout système formel assez puissant pour contenir l'arithmétique est soit incomplet, soit incohérent. L'incomplétude signifie qu'il existe des énoncés mathématiques qui sont vrais, mais qui ne peuvent jamais être démontrés à partir des axiomes du système, même avec une logique parfaite. Un exemple concret est la conjecture de Collatz. Comme le montre ce théorème, il est indécidable de déterminer si, pour tous les entiers positifs, la fonction de Collatz finit toujours par atteindre 1. Ces découvertes ont des conséquences philosophiques profondes. Elles montrent que même dans le domaine le plus rigoureux de la connaissance humaine, certaines vérités restent inaccessibles à la démonstration. Il y a là un paradoxe fascinant. Les mathématiques utilisent leur propre méthode pour démontrer l'existence de limites à la démonstration mathématique elle-même. Dans les sciences humaines, nous rencontrons des limites fondamentales à la démonstration. L'être humain résiste à une approche purement expérimentale et mathématique. La première limite réside dans la liberté humaine. Contrairement aux objets physiques qui suivent des lois déterministes, l'être humain possède un libre arbitre qui lui permet de faire des choix imprévisibles. La deuxième limite est la subjectivité. Chaque individu possède une expérience intérieure unique, des émotions, des pensées et des perceptions qui ne peuvent être mesurées objectivement comme des phénomènes physiques. La troisième limite est la singularité de chaque être humain. Chaque personne est unique dans sa combinaison de caractéristiques, d'expériences et de traits personnels, rendant impossible toute généralisation absolue. Face à ces limites, les sciences humaines ont développé des méthodes adaptées. Plutôt que de chercher des lois universelles, elles privilégient des approches qualitatives qui respectent la complexité humaine. En conclusion, il est impossible de réduire l'être humain à des équations ou des lois mathématiques. La richesse de l'expérience humaine dépasse le cadre de la démonstration strictement logique et nécessite des approches plus nuancées. Dans notre existence quotidienne, nous sommes confrontés à une réalité surprenante. La plupart de nos décisions et croyances ne reposent pas sur des démonstrations rigoureuses, mais sur d'autres formes de justification. Contrairement aux mathématiques ou aux sciences expérimentales, notre vie quotidienne repose sur 4 piliers principaux: la persuasion, la croyance, le témoignage et la confiance en des sources d'information. Prenons l'exemple des médias. Lorsque nous regardons les informations ou lisons un journal, nous faisons confiance aux journalistes sans exiger qu'ils nous fournissent des démonstrations mathématiques de leurs affirmations. Notre confiance repose sur leur réputation, leur expertise présumée et la déontologie professionnelle. De même, dans le domaine médical, nous suivons les conseils de nos médecins sans exiger qu'ils nous démontrent rigoureusement chaque prescription. Nous nous appuyons sur leur autorité, leur formation et leur expérience clinique plutôt que sur notre compréhension personnelle des mécanismes biologiques. Dans nos relations sociales, nous prenons constamment des décisions basées sur les témoignages d'autrui. Que ce soit pour choisir un restaurant, un film ou même un emploi, nous nous appuyons sur les expériences partagées par nos amis, notre famille ou nos collègues, sans exiger de preuves formelles. Même notre système judiciaire illustre cette réalité. Les décisions de justice reposent sur la persuasion, l'interprétation des témoignages et la conviction intime des jurés, plutôt que sur des démonstrations mathématiques. La rhétorique et l'art de convaincre y jouent un rôle central. Cette limitation de la démonstration dans la vie quotidienne n'est pas un défaut, mais une nécessité pratique. Elle permet l'efficacité dans nos décisions, répond aux contraintes temporelles, gère la complexité des domaines spécialisés et répond à notre besoin fondamental de confiance sociale. Les systèmes de démonstration automatique représentent l'un des défis les plus fascinants de l'intelligence artificielle contemporaine. Ces systèmes peuvent manipuler des symboles logiques avec une précision parfaite, mais soulèvent une question fondamentale sur la nature même de la compréhension. Ces systèmes reposent sur la formalisation complète du raisonnement.
Regardons comment la logique peut être entièrement traduite en symboles et notations formelles, permettant une manipulation purement syntaxique. Cette formalisation permet aux machines de manipuler des symboles selon des règles précises. Mais ici se pose le problème crucial. La manipulation syntaxique des symboles équivaut-elle à une véritable compréhension sémantique? La distinction est fondamentale. D'un côté, nous avons la manipulation syntaxique. La machine applique des règles de transformation sur des symboles sans en saisir le sens. De l'autre, la compréhension sémantique implique une saisie du sens, de la signification de ces symboles. Cette distinction soulève des questions philosophiques profondes. Un système de démonstration automatique peut prouver des théorèmes complexes, mais peut-on dire qu'il comprend vraiment ce qu'il démontre? Ou ne fait-il que suivre aveuglément des règles syntaxiques? Cette interrogation touche au cœur même de la philosophie de l'esprit et de la connaissance. Elle nous amène à questionner la nature de la démonstration elle-même. Est-elle purement formelle ou nécessite-t-elle une dimension de compréhension qui échappe à la formalisation complète? La science occupe une position particulière dans notre système de connaissances. Elle est souvent considérée comme le modèle même de la rationalité et de la rigueur intellectuelle. La capacité de démonstration fonde la légitimité des sciences. Contrairement aux opinions ou aux croyances, la science suit une méthode rigoureuse qui permet de vérifier et de reproduire ses résultats. Cette opposition entre science et croyance illustre pourquoi la science est considérée comme la forme la plus fiable de connaissance. Là où les croyances reposent sur la conviction personnelle, la science s'appuie sur la démonstration rationnelle. Ces critères de légitimité scientifique, démonstration, vérification, reproductibilité et objectivité, distinguent la science des autres formes de savoir et établissent sa position privilégiée comme modèle de rationalité. Ainsi, la science tire son autorité non pas de la persuasion ou de l'argument d'autorité, mais de sa capacité unique à démontrer ses affirmations de manière rigoureuse et vérifiable. La critique postmoderne remet en question l'idée même d'une méthode démonstrative universelle et objective. Certaines philosophies contemporaines, notamment postmodernes, relativisent l'idée qu'il existerait une méthode universelle de démonstration applicable à tous les domaines de la connaissance. Jacques Derrida, figure emblématique de la déconstruction, critique les fondements de la métaphysique occidentale et remet en question l'idée d'une vérité unique et démontrable de manière absolue. Cette critique souligne la diversité des paradigmes scientifiques. Chaque discipline développe ses propres méthodes de validation et de démonstration, adaptées à son objet d'étude spécifique. Il n'existe donc pas une seule façon de démontrer, mais plutôt différentes approches selon les disciplines et les contextes. Chaque méthode a sa légitimité dans son domaine d'application. Cette critique postmoderne nous invite à reconnaître que la rationalité n'est pas monolithique. Elle nous rappelle que chaque discipline développe ses propres critères de validité et que cette diversité méthodologique constitue une richesse plutôt qu'une faiblesse de la connaissance humaine. Nous arrivons maintenant à la synthèse de notre exploration philosophique. Il est essentiel de bien distinguer la démonstration du fait de convaincre, car ces deux approches représentent des modes de raisonnement fondamentalement différents. La démonstration repose sur un raisonnement purement rationnel et logique. Elle suit des règles nécessaires, établit des vérités objectives qui sont universellement valides et contraignantes pour tout esprit rationnel. Convaincre, en revanche, relève de l'argumentation subjective. Il s'agit d'obtenir l'adhésion personnelle d'autrui par des moyens qui dépendent du contexte et de l'auditoire. Cette approche est persuasive plutôt que contraignante. Ces deux approches s'appliquent dans des domaines différents. Examinons maintenant leurs champs d'application respectifs. La démonstration trouve son terrain de prédilection dans les mathématiques, les sciences exactes, la logique formelle et les systèmes axiomatiques. Dans ces domaines, elle peut établir des vérités certaines et nécessaires. Convaincre, quant à lui, s'épanouit dans les sciences humaines, l'éthique, la politique, le droit et notre vie quotidienne.
Ces domaines requièrent une approche plus nuancée et contextuelle. Cependant, chaque approche a ses limites. La démonstration, malgré sa rigueur, ne peut pas tout résoudre. La démonstration rencontre ses limites avec le théorème de Gödel, l'existence d'axiomes indémontrables et son inadéquation face aux réalités humaines complexes et aux questions existentielles. Convaincre, de son côté, souffre de subjectivité, de relativité culturelle, du risque de manipulation et de l'absence de certitude absolue. En conclusion, ces deux approches ne s'opposent pas, mais se complètent. La démonstration et l'art de convaincre sont deux modes de raisonnement complémentaires et nécessaires à la pensée humaine. Chacun a sa place et sa valeur dans notre quête de vérité et de compréhension. Cette synthèse nous prépare à explorer les questions philosophiques plus larges que soulève cette distinction fondamentale entre démontrer et convaincre. Cette réflexion sur la démonstration nous mène vers des questions philosophiques fondamentales qui dépassent le cadre purement technique de la logique formelle. Premièrement, la démonstration soulève la question cruciale de la vérité scientifique et de ses limites. Jusqu'où peut-on faire confiance aux méthodes démonstratives pour accéder à la vérité sur le monde? La science moderne nous montre que même nos méthodes les plus rigoureuses ont des limites. Le théorème de Gödel en mathématiques, l'incertitude quantique en physique, tous révèlent les frontières de la démonstration. Deuxièmement, quel est le statut de la démonstration en morale et en politique? Peut-on démontrer qu'une action est juste ou qu'un système politique est légitime? Contrairement aux mathématiques, les questions morales et politiques résistent souvent à la démonstration pure. Elles impliquent des valeurs, des contextes culturels, des choix existentiels qui échappent à la logique formelle. Troisièmement, la démonstration nous confronte aux questions fondamentales de la philosophie de la logique, des mathématiques et de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut-elle vraiment démontrer ou ne fait-elle que manipuler des symboles sans compréhension? Cette question révèle la tension entre syntaxe et sémantique, entre calcul et signification. Enfin, la démonstration soulève des questions fondamentales sur la nature même de la connaissance et de la vérité. Qu'est-ce que connaître? Qu'est-ce que la vérité? Ces questions nous ramènent au fondement même de la philosophie. La démonstration n'est pas seulement un outil technique, mais une fenêtre sur les mystères les plus profonds de l'existence humaine et de notre rapport au monde. Ainsi, l'étude de la démonstration nous conduit au cœur des interrogations philosophiques les plus essentielles, révélant que derrière chaque preuve se cachent des présupposés sur la nature de la réalité et de la connaissance humaine. Notre voyage à travers la notion de démonstration touche à sa fin. Nous avons exploré ensemble les mathématiques, les sciences expérimentales et les enjeux philosophiques contemporains. De la rigueur axiomatique d'Euclide aux limites révélées par Gödel, de la méthode expérimentale aux défis de l'intelligence artificielle, nous avons découvert la richesse et la complexité de la démonstration. Si ce parcours intellectuel vous a enrichi et inspiré, je vous invite chaleureusement à soutenir cette chaîne. Un simple clic sur le bouton « J'aime » m'aide énormément à faire connaître ce contenu philosophique à d'autres passionnés de réflexion. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures explorations philosophiques. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans les grandes questions de la pensée humaine. Vos commentaires sont précieux. Partagez vos réflexions, vos questions ou même vos désaccords. C'est dans l'échange que naissent les meilleures idées philosophiques. Je vous propose quelques questions pour prolonger votre réflexion personnelle sur la démonstration. Prenez un moment pour vous interroger. Dans votre domaine d'études ou de travail, qu'est-ce qui constitue une preuve valable? La démonstration mathématique vous semble-t-elle plus vraie que la preuve expérimentale? Comment peut-on concilier la rigueur démonstrative avec la nécessité de persuader dans notre vie quotidienne? Ces questions n'ont pas de réponse définitive, et c'est précisément ce qui rend la philosophie si passionnante. La philosophie nous apprend que les plus belles découvertes naissent souvent du questionnement plutôt que des certitudes. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de la démonstration. Continuons ensemble cette belle aventure intellectuelle. À très bientôt pour de nouvelles découvertes philosophiques qui, j'en suis certain,
sauront nourrir votre curiosité et enrichir votre réflexion.